et bon, à le comprendre d'une certaine façon. Et puis il y a cette volonté chez les cinéastes, et c'est très intéressant chez les cinéastes qui ont été comédiens, comme bien sûr Laurence Olivier, comme bien sûr Branagh, comme Orson Welles, mais aussi Ian McKellen, qu'il ne faut pas oublier, hein, qui a fait un très beau Richard III en 95 ou 16. Et qui a été scénariste, il y a cette volonté de superposition qui parfois peut être un petit peu signe de redondance. C'est ce qu'on reproche souvent à Kenneth Branagh. Moi j'aime beaucoup Kenneth Branagh, mais c'est vrai qu'on lui reproche parfois de vouloir faire du théâtre et du cinéma et un peu en même temps. Et c'est là où il y a un problème de langage, où il y a une intelligence du langage cinématographique qui est que, bon, alors j'ai une image verbale, cette image verbale, elle est complexe parce que Shakespeare c'est complexe, hein, c'est vrai, on ne comprend pas une pièce comme Peine d'amour perdue, on ne la comprend pas comme ça, même les spécialistes de Shakespeare doivent la lire plusieurs fois, c'est une pièce très compliquée, et donc il faut avoir cette intelligence d'utiliser la caméra à tel moment précis, par exemple avec un cadrage serré, pour faire comprendre l'image verbale du texte. Il y a même ce qu'on appelle des anamorphoses, des choses qui sont incompréhensibles dans le dernier film de Branagh sur Peine d'amour perdue. Vous avez cette image de l'amour tue, love kill sheep. Et tout d'un coup, à l'écran, on voit un mouton qui tombe. Quelqu'un qui ne comprend pas le texte, c'est vraiment du second degré, si vous voulez, quelqu'un qui ne comprend pas du texte, et le texte, qui ne connaît pas le texte, ne peut pas comprendre la présence de cette scène. Vous voyez, il y a toute une série, il n'y a pas, ce sont des adaptations au second degré, il y a beaucoup de clins d'œil, d'intertextualité. Branagh fait référence au grand frère Olivier, qu'il admire, hein, qui même si lui prend des partis pris différents, dans son Henri V par exemple, ce sont deux partis pris totalement différents. Lui-même fait référence à Eisenstein, et c'est tout un jeu d'intertextualité qui rend les choses passionnantes. Et de toute façon, ce sont à chaque fois des relectures. Hein, oui, peut-être les deux autres intervenants continuer justement sur cette idée de passage du metteur en scène du théâtre au cinéma ou de l'acteur. Oui, ça me faisait penser, je me souviens de la question que le monsieur avait posée tout à l'heure à propos du film, de la diction du film qui était datée, etc. Ce qui est intéressant de voir aussi dans les adaptations successives de la même pièce, c'est que chaque metteur en scène, en fait, construit son film un peu contre le film précédent. Parce que, évidemment, on refait un film sur Hamlet, on refait un film sur Macbeth tous les 10 ans ou tous les 20 ans. Et évidemment, le metteur en scène a envie d'être différent, il veut faire des choses originales. Sinon, personne n'irait voir son film et ce ne serait pas la peine de le refaire, de toute façon. Et je pensais au dernier Macbeth, notamment, qui est sorti l'an dernier, que j'ai vu, et j'ai été très frappée par la diction des acteurs. C'est-à-dire que ça m'a semblé être une diction volontairement anti-théâtrale. C'est-à-dire qu'on avait des acteurs, alors je ne sais pas si vous l'avez vu. Celui avec Fassbender avec Cotillard. Voilà, oui. On a l'impression qu'ils sont là, qu'ils marmonnent vaguement dans le vide, et c'est tout à fait contraire donc à un Branagh qui est rude, qui déclame, qui joue avec le spectateur, et donc ça m'a vraiment frappée, donc cette histoire de passage du théâtre à l'écran. Là, ce dernier film m'a semblé vraiment être de l'anti-théâtre filmé, vouloir être dans des cadrages intimistes, même à des moments où on aurait pu penser que Macbeth pourrait rugir, être en colère, s'agiter, eh bien il était là, il marmonnait, voilà, donc ça m'a pas tellement plu, j'avoue. Oui, moi j'ai été un petit peu, je suis en général très bon public, et j'avoue que j'ai un petit peu coincé sur ce dernier film, cette dernière adaptation, pour plusieurs raisons, parce que il me semble qu'ils ont pris un parti pris, enfin Kurcel a pris le parti pris de faire une adaptation naturaliste, réaliste. Or Macbeth, c'est quand même une pièce qui est sur le mystère.
Et donc on rentre, en particulier la séquence d'ouverture, rentre sur la guerre, la violence, le naturalisme, ce qui a très bien marché pour le Henri V de Branagh, fait en 89, mais ça marche moins bien pour cette pièce où il y a quand même cette idée d'un mystère profond qui est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Des critiques comme Wilson Knight, par exemple, parlaient du mal absolu. Macbeth, c'est la pièce du mal absolu. Donc quand on rentre dans une logique naturaliste, où on montre des scènes de guerre avec le sang partout, c'est autre chose, c'est une autre perspective. La deuxième partie peut être un petit peu plus intéressante, parce que le massacre des Macduff, par exemple, il y a des lumières, il y a un jeu, c'est un peu plus surnaturel, et là on retrouve un peu cette logique-là. Et si on compare, par exemple, avec le Macbeth d'Orson Welles, qui est daté de 48 et qui a été aussi critiqué, mais pour d'autres raisons. Lui, il avait pris le parti pris de faire quelque chose de tout noir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce Macbeth, qui a été beaucoup critiqué aussi parce qu'il y a des accents écossais, alors ils forcent c'est dommage, parce que Orson Welles c'est un très grand acteur, et il s'est forcé à prendre l'accent écossais. Jeanette Nolan parle avec l'accent écossais également. Lui, le parti pris, ça a été un univers très onirique, et d'ailleurs le même en noir et blanc que le Hamlet d'Olivier, et je crois qu'ils étaient en concurrence la même année, et Orson Welles a perdu contre Olivier, qui avait déjà une petite avance avec son Henri V. Donc lui, il a représenté un univers qui est quasiment presque irréel. Ce sont des grottes, c'est très primitif, il y a des croix celtiques partout. C'est très intéressant, mais c'est vrai que ce sont quand même des interprétations tout à fait différentes. Il n'est pas dans le réel, il n'est pas dans le paysage réaliste. Est-ce que vous avez vu ce dernier Macbeth? Oui, je suppose. Quel est votre point de vue? C'est un film qui a été fait contre vents et marées, avec un tout petit budget et dans des décors de récupération. Alors je ne dis pas ça pour défendre Orson Welles, qui n'a pas besoin de moi pour être défendu, mais il avait un projet... la vie d'Orson Welles, de toute façon, c'est de se mesurer à Shakespeare, du début jusqu'à la fin. Autant choisir des bons repères, n'est-ce pas? Il y en a certains qui choisissent autre chose. Lui, il avait choisi Shakespeare, je trouve ça tout à fait admirable. Et donc, là, le film est fait avec 3 francs 6 sous, et avec des comédiens, effectivement, qui sont pris à droite à gauche, qui sont souvent des bons comédiens, mais qui ont les qualités et leurs défauts qu'ils ont, c'est-à-dire des dictions qui sont absolument pas shakespeariennes, au moins au sens traditionnel du terme. Sans parler de sa propre diction à lui, qui est, il parle pas à Shakespeare, il parle du Orson Welles, lui, sa langue à lui, elle est quand même très particulière. Donc, moi c'est un film que j'aime beaucoup, parce que le côté bricolé, tout ça, je trouve ça assez émouvant. Le son lui-même, c'est un son de théâtre, c'est-à-dire c'est un son qui n'a pas été repris en post-production, donc de temps en temps il y a des échos, il y a des choses comme ça. Cette comédienne qui fait Lady Macbeth, et qui est absolument pas crédible dès le départ, Jeanette Nolan, elle arrive, on a l'impression d'une dame qui sortirait plutôt d'un roman du tournant entre le 19e et le 20e siècle, en quelque sorte, mais elle a une telle énergie en tant qu'actrice, qu'on finit par oublier, y compris le costume qu'elle a, qui ne ressemble pas à grand-chose par rapport à une réalité historique quelconque. Et donc, en fait, c'est un hommage aux comédiens, ce film. Et évidemment, c'est peut-être pas la meilleure entrée dans l'œuvre de Shakespeare au cinéma. Si on veut convaincre des gens, il faut peut-être prendre d'autres films qui sont plus faciles. S'agissant de cette pièce, je voulais vous donner une anecdote qui est assez révélatrice. C'est Peter Brook, qui est quelqu'un de pas mal aussi dans le domaine théâtral, comme vous le savez sans doute. Peter Brook m'avait dit, par exemple, qu'il ne voulait pas jouer Shakespeare, et en particulier Macbeth, parce qu'il y a les sorcières au début. Et il m'a dit, la tradition chez nous, et elle se vérifie, disait-il, c'est que si vous jouez très bien les sorcières, eh bien les appels aux forces du mal qu'il y a dans le texte vont se vérifier. Et Peter Brook a dit, je ne monterai jamais cette pièce à cause de ça. Vous voyez, et je comprends très bien ce qu'il veut dire, parce que, comme toujours dans les œuvres de l'esprit, il y a un moment où ça reste en dehors de la réalité, puis il y a un moment où ça rentre dans la réalité. Et donc, quand on écoute les sorcières,
y compris en japonais d'ailleurs, chez Kurosawa. Il y en a une. Moi elle me fait peur. Un monument, hein, je crois, du cinéma. Hein. Il y a une seule sorcière. Et c'est une espèce d'être un peu androgyne. Un vieil homme, une vieille femme. Et comme Kurosawa, bon, il a fait une espèce de fusion avec la culture japonaise. Donc il emprunte beaucoup au théâtre Nabucco. Hein, et donc tous ces personnages sont représentés avec des masques. Et il y a des masques. Alors elle, c'est le masque de la femme qui représente la folie. Ah non, ça c'est pour Asahi. Asahi qui est aussi un grand personnage, peut-être le meilleur personnage de Lady Macbeth, version japonaise. Voilà, il y a quand même des adaptations qui ne reprennent pas le texte, qui sont absolument fascinantes. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter non seulement à les voir, mais aussi à les montrer pour vraiment comprendre l'essence du texte shakespearien. Parce que, bon, il y a le texte, il y a les images, et puis il y a tout cet enchaînement de violence, comme vous disiez tout à l'heure, cette universalité de la violence. Enfin bon, de toute façon, c'est pas un hasard si on représente des Roméo et Juliette dans le monde entier, s'il y a des Macbeth malgaches, parce que ce sont quand même des émotions primaires essentielles. Voilà. J'ai vu sur Internet, je crois, dans un récent festival de théâtre à Édimbourg, vous savez, un grand festival de théâtre, aussi un grand festival de cinéma à Édimbourg, une adaptation de Macbeth qui était transposée dans la guerre d'Irak. Et ça prenait une force considérable. C'est-à-dire qu'on était avec des bunkers, avec des gens en kaki, avec des masques à gaz, avec des kalachnikovs, des choses comme ça. Et je me suis dit, bah oui, on comprend mieux la guerre d'Irak grâce à Shakespeare. Enfin, on comprend, entendons-nous, parce que le dossier est particulièrement difficile et assez scandaleux, il faut bien le dire, et assez honteux pour le XXe siècle. Mais cette violence dont l'humanité n'arrive pas à se débarrasser, on la trouvait totalement, évidemment. Gaëlle, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Bien, donc on a déjà abordé pas mal de choses bien intéressantes, hein, donc sur la question de l'adaptation et l'adaptation du théâtre au cinéma. Hein, on a bien compris que c'est pas tout à fait la même chose que d'adapter une pièce de théâtre, un roman ou une nouvelle. Hein, c'est pas tout à fait la même chose, justement parce que, comme le disait Anne-Marie, on est déjà dans du représenté notamment. Donc vous avez parlé beaucoup aussi de la question de la langue du texte chez Shakespeare. Alors peut-être qu'on pourrait maintenant continuer en réfléchissant à l'intrigue ou aux intrigues chez Shakespeare, parce que peut-être une des difficultés aussi pour adapter les pièces de Shakespeare, hein, c'est que très souvent l'intrigue est complexe, ou très souvent il y a même 2 voire 3 intrigues qui s'entremêlent, ce qui ne rend pas la tâche du metteur en scène facile. Donc il y a ça, plus le fait, alors Michael Radford nous a beaucoup parlé de son Marchand de Venise, hein, et puis il expliquait bien aussi que au théâtre, on rentre immédiatement au cœur de l'action et que les choses se dévoilent peu à peu. Par exemple, dans le Marchand de Venise, d'où la nécessité pour lui, metteur en scène, de rajouter la première scène du film dans laquelle on voit Antonio cracher sur Shylock, de manière à ce que les spectateurs comprennent déjà un petit peu ce qui va se passer. Et puis, donc, lui, il a aussi assez bien géré ces 2 intrigues dans le Marchand de Venise en séparant nettement les lieux, hein, puisqu'il y a le château de Porcia qui est ce lieu onirique, et puis Venise où se déroule tout le reste. Donc il me semble qu'il y a beaucoup de cas justement dans les pièces de Shakespeare, hein, où la question de l'intrigue et des intrigues, la question du genre aussi, puisqu'il y a ce qu'on appelle les problem plays, hein, les pièces de la fin de la vie de Shakespeare, hein, qu'on a parfois du mal à placer dans une catégorie. Alors comment est-ce que tout ça joue et interfère sur l'adaptation cinématographique? Disons que, en ce qui concerne par exemple le genre de la comédie, il semblerait qu'au cinéma il y ait moins, il y en a eu quelques-unes de très célèbres, hein, mais par exemple Le Songe d'une d'été de Dieterne de 1935, il me semble que les tragédies ont plus de succès au cinéma.
Alors c'est parce que les intrigues sont peut-être plus simples. Par exemple, l'intrigue de Macbeth est relativement simple. Si vous prenez les pièces historiques, c'est que ça devient vraiment très compliqué. Là, les pièces historiques, il y a énormément de personnages. Donc, réduire en 1h30 les Henriades, on a l'exemple évidemment de Chimes at Midnight qui a essayé de faire une espèce de condensé à partir de 5 pièces, mais parce que tout est focalisé sur le personnage de Falstaff. Oui, alors souvent, il y a, les passages comiques sont souvent sous-représentés. Il y a souvent des passages comiques qui ne sont pas représentés dans les films, mais parce que souvent, ce sont des intermèdes aussi. Donc, ils ne sont pas placés sur le même plan narratif que l'histoire elle-même. Donc, quand on doit couper, c'est peut-être ces passages-là qu'on coupe, ce qui, évidemment, amène des critiques. Parce qu'on dit très bien que dans les pièces de Shakespeare, il faut qu'il y ait cette oscillation permanente entre le comique et le tragique. Et ça, c'est vraiment la logique maniériste ou baroque de Shakespeare. Donc, dès qu'on a un déséquilibre entre le comique et le tragique, si on se concentre trop sur l'histoire première, il peut y avoir ce déséquilibre. Oui, peut-être qu'un réalisateur qui veut réaliser au cinéma une tragédie, effectivement, pour ne pas dérouter son public, va couper tous les passages un peu paillards, un peu grivois, que l'on retrouve même dans des pièces extrêmement tragiques comme Hamlet. Voilà, c'est peut-être aussi une question du genre au cinéma qui n'est pas compatible avec l'essence des pièces shakespeariennes, qui était de contenir toujours, d'avoir toujours cette oscillation entre le comique et le tragique, du moins pour les tragédies. Voilà, ouais. Je ne sais vraiment pas quoi répondre à la question que vous aviez posée. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que mettre en route un film est une opération extrêmement complexe à tous égards. Sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan technique. Et qu'est-ce qui fait qu'alors évidemment, vous avez des gens qui, à un moment donné de leur carrière cinématographique, possèdent un pouvoir suffisant pour franchir toutes ces barrières. Mais c'est rarement le cas et ça ne dure pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer un film avec une relative facilité et puis si ça dure un peu, il y a un des financiers qui va disparaître et ainsi de suite. C'est ce que Orson Welles a connu 36 fois dans sa carrière. Alors il avait une mauvaise réputation personnelle parce que c'était un personnage incontrôlable qui partait en voyage au moment où il ne fallait pas, qui se fâchait avec Pierre, Paul, Jacques, enfin bon, et qui mettait parfois beaucoup de temps à compléter ses films. Mais il y a d'autres productions, en revanche, qui se font dans une machinerie, y compris Hollywood s'est emparé à l'occasion de certains textes de Shakespeare, et donc là la machine tourne toute seule, mais en même temps c'est une machine qui a une vocation qui est celle du cinéma en général, c'est-à-dire de trouver des spectateurs, et en trouvant des spectateurs d'avoir des revenus. Alors c'est là où on rentre dans une espèce de dialectique qui est toute simple, c'est que dans le monde où nous sommes, très souvent la référence aux grands auteurs est perçue comme un repoussoir, ce qui est évidemment dommage. Mais si vous voulez aller voir Guerre et paix de Tolstoï, il y a des gens qui disent « Oh là là, je connais ça par cœur ». C'est tout à fait faux, c'est pas vrai, ils ne connaissent pas, mais ça fait peur. Ou Victor Hugo, ou Chateaubriand, je ne sais pas qui. Bon. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet contraire. Alors parfois la télévision, en tout cas, arrive à ruser avec ses inquiétudes, et c'est vrai que c'est parfois peut-être plus facile de vendre le produit, y compris en série plus ou moins déguisée, comme celle qu'on disait tout à l'heure. Mais de toute façon, quelle que soit la notoriété des gens qui interviennent dans ce domaine, y compris les plus grands, ils ont toujours des difficultés financières et techniques à résoudre qui sont considérables. Alors je ne parle pas du casting, puisqu'on dit casting en français, qui consiste à choisir les comédiens, parce que là aussi c'est un terrain miné, n'est-ce pas ? Bon, alors il y a un critère pour ce qui est des anglophones qui est la diction. Encore que, quand on voit certaines productions américaines, on a parfois, effectivement, même quand on n'est pas anglais soi-même, des moments de surprise, disons, parce que la diction de certains comédiens américains est évidemment très, très, très éloignée de la diction, de ce qu'on attend de la diction shakespearienne.
Donc les pièges sont multiples. Hein. Et même des gens, je vous dis, même des gens très importants arrivent à faire des films.